L'État du Tamil Nadu occupe la partie sud-est de l'Inde. Cette région, longtemps convoitée pour son emplacement géographique, garde les traces de son passé colonial et de ses conquérants venus parfois de très loin. La ferveur hindoue se manifeste ici dans de spectaculaires fêtes religieuses. Ces terres imprégnées de spiritualité continuent d'attirer et d'inspirer les voyageurs en quête de sens. Certains rêves y ont même pris forme. Riche de croyances et de traditions millénaires, le Tamil Nadu nous invite à découvrir ses secrets. Nous débutons notre périple le long des plages du golfe du Bengale, à Pondichéry. Cet ancien petit village de pêcheurs est connu pour avoir abrité l'un des plus emblématiques comptoirs coloniaux, fondé par François Martin. Le Français sera aussi le premier gouverneur de Pondichéry jusqu'à sa mort en 1706. Malgré la prospérité du port, la rivalité politique entre la France et les Britanniques entraîne la disparition de la première compagnie des Indes 40 ans après sa création. Pour les Français, Pondichéry ne représente alors plus qu'une modeste escale vers l'Indochine. La ville ne sera toutefois restituée à l'Inde qu'en 1956. Aujourd'hui, Pondichéry et sa périphérie comptent plus d'1 million d'habitants. C'est une destination prisée des touristes indiens. Ils découvrent notamment avec curiosité les vestiges coloniaux de la ville blanche, la partie historique. Pondichéry abrite plusieurs quartiers distincts. Dans la partie tamoule, le temple de Manakula Vinayagar est le plus visité. Il est dédié à Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Devant l'entrée, un autel a été installé pour rendre hommage à l'éléphante préférée de la ville décédée récemment. Lakshmi n'avait que 30 ans et beaucoup de gens viennent se recueillir à l'endroit même où on pouvait l'admirer le plus souvent. Le cœur du quartier tamoul est sans aucun doute le marché aux poissons. Particulièrement animé, il est principalement l'affaire des femmes. Les palabres vont bon train et le niveau sonore est à la hauteur des négociations sur les prix proposés. Le marché des fruits et légumes propose tout ce qui fait la richesse de la cuisine tamoule. La profusion de choix est spectaculaire et les récoltes abondantes. Le marché aux fleurs occupe une partie importante des étals. On y tresse guirlandes, couronnes et boutons colorés, que ce soit pour les prières au temple, les mariages ou encore les décès. À Pondichéry se côtoient des communautés tamoules, musulmanes, juives et chrétiennes. Les habitations mélangent parfois des éléments d'architecture coloniale avec des adaptations plus locales, comme ces petites terrasses sur le perron où l'on se protège aussi bien du soleil que de la mousson. En quelques années, le quartier historique a été peu à peu restauré. Depuis 1962, ce palais qui domine une partie de la promenade abrite le consulat général de France. L'ambition de l'ancien pays colonisateur est aujourd'hui principalement culturelle. Avec leurs couleurs orange et blanche, les anciens établissements coloniaux sont facilement identifiables. Régulièrement, les natifs de Pondichéry qui ont servi dans l'armée française retrouvent des collègues venus de métropole pour des cérémonies du souvenir. L'école française d'Extrême-Orient est un autre exemple de la présence culturelle hexagonale. Consacré à l'étude du monde indien, l'établissement reste aujourd'hui une référence. Sa bibliothèque contient plus de 11 000 ouvrages consacrés à l'indologie, ainsi que de précieux manuscrits en sanskrit et en tamoul. L'Alliance française, quant à elle, possède notamment une école d'apprentissage du français qui ne désemplit pas.
Un des symboles forts de la présence française dans cet ancien comptoir demeure le lycée français. Aujourd'hui encore, il est fréquenté aussi bien par des Français expatriés que par des Indiens. Il a été créé en 1826 par le comte de Richemont, qui avait 26 ans à l'époque et qui, très visionnaire, a créé le Collège Royal, qui a traversé l'histoire et qui est devenu ce lycée que j'ai le plaisir et l'honneur de diriger, qui s'appelle le lycée français international de Pondichéry. De nombreux élèves partent ensuite en France pour suivre leurs études, avant de revenir dans leur ville natale pour s'y installer et développer différentes activités. C'est de penser en termes d'échelle, l'échelle des écosystèmes, l'échelle des espèces, des populations, voilà, au niveau génétique aussi. Le nombre d'élèves dans cet établissement, 415, est un marqueur fort de l'utilité de la présence de cet établissement à Pondichéry. Il est la preuve qu'il est important de continuer à mettre en place des passerelles entre la France et Pondichéry, ancien territoire. Les autres écoles ne sont pas en reste, le scooter restant le moyen de ramassage scolaire favori des parents. Chaque rue de la Ville Blanche est un fragment d'histoire. La rue de Suffren, du nom d'un amiral du XVIIe siècle, est le segment le plus animé de la ville. L'ambiance y bat son plein, en particulier en fin de semaine, lorsque bars et restaurants affichent complet grâce à un tourisme local de plus en plus présent. Autre signe visible de la présence française, cette authentique boulangerie a importé un savoir-faire acquis à des milliers de kilomètres de là. Baker Street propose du pain au levain et des viennoiseries de qualité réalisées dans les règles de l'art. La boulangerie attire tout autant les visiteurs indiens que les Européens de passage ou vivant sur place. Un vrai succès. Ce magnifique bâtiment était jadis la résidence d'une Française qu'il a léguée aux Sœurs de Cluny, une congrégation missionnaire à travers le monde. Ce bâtiment abrite aujourd'hui un ouvroir, un atelier de charité réservé à des femmes souffrant de problèmes familiaux. L'atelier réalise des broderies magnifiques dans une ambiance très studieuse. Le produit des ventes sert à financer différentes œuvres caritatives. Sœur Augustine est la responsable de l'ouvroir. Elle a l'œil sur tout. Nous existons depuis 1840. Initié par les sœurs françaises, cet atelier exécute uniquement des broderies faites à la main. Elles sont payées quoi qu'elles produisent, tous les mois. Nous avons 32 femmes qui travaillent ici aujourd'hui. Certaines d'entre elles viennent de loin, mais la plupart vivent ici, en ville. Elles viennent le matin et elles repartent le soir. Cette pièce a demandé 10 jours de travail. Chacune fait à son rythme, mais pendant qu'elle brode, elle ne se parle pas. Les plus expérimentés guident les nouvelles recrues. Sri Aurobindo a été un des grands philosophes spiritualistes qui a marqué de son empreinte Pondichéry. Son ashram a pris une telle ampleur qu'il s'étend aujourd'hui sur tout un quartier. Reconnaissable à ses murs gris et blancs, son accès est très restreint. Après avoir lutté pour l'indépendance de son pays, Sri Aurobindo a passé l'essentiel de sa vie à créer et promouvoir une nouvelle pratique de yoga dite yoga intégral. Son ashram compte encore plus de 2000 étudiants et fidèles. Bâtiment emblématique de la Ville Blanche, Notre-Dame-des-Anges a été construite par des moines capucins qui avaient accompagné plusieurs missions commerciales à la fin du XVIIe siècle. Il a été entièrement rénové en 2009 par l'Association des Amis du patrimoine pondichérien et grâce à l'appui du ministère français de la Culture.
C'est aussi le cas du cimetière des Capucins, daté de 1726, qui abrite les tombes des quelques grands notables de l'époque. Quant au terrain de boules qui jouxte Notre-Dame, il est situé dans l'enceinte du centre religieux. Chaque soir, on vient jouer en pariant quelques roupies sur ses chances de succès. Plusieurs joueurs parlent encore français, dont Vijay, qui a longtemps travaillé en France. Ils font 2-3 parties jusqu'à 19h30. Tous les jours, tous les soirs, oui. Ce soir, à la cathédrale de l'Immaculée Conception, une procession dédiée à la Vierge Marie va être organisée. La statue a été placée sur un socle en bois fleuri. Le rite catholique a été adapté aux coutumes et à la langue tamoule. Les fidèles vont accomplir plusieurs tours du parvis en chantant des cantiques. À une vingtaine de minutes de Pondichéry, ce qui était autrefois une plaine aride de terre rouge est devenu une forêt de près de 6 millions d'arbres plantés depuis les années 60. Auroville est une cité née d'une utopie qui souhaitait bannir politique, argent et religion. Un demi-siècle après sa fondation, la cité de l'Aurore n'a pas réalisé son rêve d'unité humaine, mais elle attire sans cesse de nouveaux idéalistes. C'est la Française Mira Alfassa, plus connue sous le nom de La Mère, qui fonda la cité en 1968. Partenaire philosophique de Sri Aurobindo, elle gérait déjà son ashram depuis la disparition du maître en 1950. Le pavillon de l'Unité, quant à lui, accueille les différentes assemblées communautaires qui gèrent la ville. Pierre vit ici depuis 15 ans, il est agriculteur. C'est là où la communauté se réunit en grand nombre pour les grandes décisions, les grands débats, les grandes décisions dans le hall qui est à côté. Ici, nous sommes dans le hall de la paix, où on fait une fois par semaine une méditation pour la paix. Au cœur de la cité se trouve la fameuse sphère dorée, le Matrimandir, maison de la mer en sanskrit. Un bâtiment de 36 mètres de diamètre, haut comme un immeuble de 9 étages. Joël est le porte-parole d'Auroville. Il vit ici depuis 2009. Le Matrimandir est le lieu de méditation des habitants d'Auroville. Il est le centre de la ville, l'axe fondateur d'Auroville. Est-ce que grâce à la méditation, nous pourrons transformer les consciences? Je pense que beaucoup de gens sur la planète ont compris qu'il était nécessaire d'avoir un changement de conscience pour le bien de l'humanité. L'agriculture occupe une place importante dans les activités des Aurovilliens. Si l'idée d'une autosuffisance n'a pas été forcément atteinte, plusieurs artisans comme Pierre ont réussi à travailler la terre et lui retirer toutes les pierres qu'elle contenait pour la rendre fertile. Il obtient des résultats intéressants. J'ai commencé en fait mon histoire avec le basilic et les noix de cajou. Le basilic et les noix de cajou, j'ai fait un pesto qui est très connu à Auroville.
La cité a été pensée pour accueillir 50 000 personnes. Aujourd'hui, ils sont 3 000, 40% d'Indiens, 20% de Français et toujours autant de gens qui arrivent chaque année pour vivre une expérience unique. Jean est là depuis le début. Ce que j'attendais à trouver, je ne le savais pas. Je ne savais pas ce que je cherchais. J'étais en question, en aspiration, c'est tout. Mais c'est très positif, c'est très intéressant, c'est vivant. Et pas du tout ce que j'attendais en plus. La cité connaît même actuellement un renouveau important. De nouveaux quartiers apparaissent bien loin des premières maisons sommaires des débuts. De beaux appartements dessinés dans l'esprit de l'architecte Roger Anger, à l'origine des plans de la ville, apportent une touche avant-gardiste dans ce coin reculé du Tamil Nadu. Sachez une chose, c'est que si j'ai pris des claques comme tout le monde dans leur vie, c'était toujours quelque chose de très intéressant qui va vers l'avant. J'ai découvert qu'aspirer à la beauté, aspirer à la perfection, aspirer à l'utilité humaine, ce sont des éléments essentiels de la vie, pas le reste. Cette idée de vivre dans un monde plus fraternel est plus que jamais d'actualité. Auroville a encore de très beaux jours devant elle. Une des particularités du Tamil Nadu est de posséder une multitude de temples, voire des centres-villes entiers dédiés à la spiritualité. Au pied de la colline sacrée Arunachala, Tiruvannamalai est l'une des 5 villes de Shiva et l'un des sites les plus vénérés de l'Inde du Sud. Le temple d'Arunachaleshvar se prépare à la fête la plus importante de l'année, Kartigai Dipam, dédié à Shiva et Muruga, son plus jeune fils. La divinité est ici honorée dans son incarnation du feu. La veille, plusieurs rituels de purification ont lieu, réalisés par des prêtres shivaïtes. Pandiam vient de Tanjour. Il est agriculteur. C'est un rendez-vous qu'il ne rate jamais. Les dieux se manifestent aussi à travers les flammes. C'est ce que nous allons célébrer ici. Et c'est aussi pourquoi il y a autant de monde qui est venu sur le temple. Les rituels vont se poursuivre tard dans la nuit tout autour du temple. Le lendemain matin, les fidèles sont à pied d'œuvre pour exécuter le Girivalam, un rituel de purification qui consiste à effectuer le tour de la colline Arunachala pieds nus. En chemin, les fidèles s'arrêtent pour recevoir différentes bénédictions. Ce pèlerinage, qui doit apporter tranquillité d'esprit et bonne santé, se fait en général un jour ou une nuit de pleine lune. Le prêtre Shivaramish, accompagné d'un fidèle, souffle dans la conque pour produire le son originel de la création, Om. Shiva adore 44 choses différentes. Lorsqu'il est en colère, il aime bien, pour se calmer, entendre de la musique. Alors, nous jouons Sanganada, qui signifie la musique de la conque, pour qu'il l'accepte comme une de nos offrandes. C'est une des préférées de Shiva.
Des femmes s'arrêtent sur un autel dédié à Mariamane, une déesse qui protège les enfants des maladies et qui donne aussi la pluie. Le temple d'Aruna Chaleshvara est un des plus vastes du pays. Les 4 entrées sont marquées par 4 immenses gopuras blancs. La plus grande de ces tours fait 66 mètres de haut. À ses pieds, un sadhu achève une procession. Il porte autour du cou plusieurs guirlandes de graines de Rudraksha, un arbre asiatique. Selon les textes religieux, ces graines se sont formées à partir des larmes de Shiva. À l'intérieur du temple, on s'incline d'abord devant un nandi, le taureau, célèbre monture de Shiva. Les bas-reliefs qui ornent les pieds des gopuras sont finement sculptés. Ils représentent des danseurs, des nains et des éléphants. La salle des 1000 colonnes est un des espaces les plus connus du temple. Chaque pilier raconte une histoire liée à la mythologie hindoue. Les processions dans le temple se succèdent, certaines à l'abri des regards du public. Les différentes représentations de Shiva, une fois bénies par un prêtre, feront le tour du temple. L'étage supérieur du temple accueille son lieu le plus sacré. Réservé aux hindous, il abrite différentes représentations de Shiva et une pierre dressée, le lingam. Dans la campagne des environs, on est en pleine récolte de canne à sucre. La cueillette est effectuée entièrement à la main et servira essentiellement à alimenter le marché local. Pendant des décennies, les forêts de la région ont servi à alimenter les feux, aussi bien à usage domestique qu'industriel, notamment des grands fours destinés à la confection de briques. Pour reverdir toutes ces surfaces, on a planté des eucalyptus, des arbres particulièrement gourmands en eau. Seuls quelques îlots de forêt primaire subsistent. Celui-ci est appelé le bois sacré. La végétation dissimule un lieu assez unique en son genre, le sanctuaire de Vepur Ayanar. Il est dédié à un dieu très populaire au Tamil Nadu qui protège les villageois des esprits mauvais et des intempéries. Ayanar prend les traits d'un guerrier, entouré d'une armée de chevaux, de vaches et d'éléphants. Ces sculptures en terre cuite ont environ 200 ans. Au-delà de la performance technique, leur présence est une façon de vénérer les âmes des soldats morts au combat. Quelques figurines représentant des familles bienfaitrices viennent compléter cet improbable tableau. Le riz est la denrée de base, comme dans une grande partie de l'Inde. Le Tamil Nadu connaît en général 2 moussons par an, ce qui permet d'effectuer souvent 2 récoltes. Beaucoup de tâches s'effectuent encore manuellement et l'usage d'engrais reste encore très ancré. Dans le village voisin, Sudha achève son modelage.
Elle confectionne des sortes de cuisinières façon brasero. Le récipient est destiné à être posé directement sur un feu, régulièrement alimenté par le bois nécessaire à la cuisson. La terre est un mélange d'argile et de son de riz. Ce sont des petits braseros que l'on utilise avec du bois. Les braseros vont d'abord sécher avant d'être cuits de façon sommaire, enterrés dans de la braise. Son voisin, Anamatei, effectue un travail plus sophistiqué avec une étonnante roue. Il ne travaille la terre que lorsque le soleil est suffisamment fort pour pouvoir sécher en partie ses peaux. Il les place ensuite pendant 1 heure dans un four constitué de branches de palmier. Ce sont des récipients que l'on utilise pour cuisiner des sauces qui serviront à accompagner le riz. Mais on peut aussi cuisiner plein d'autres choses avec. Nous revenons vers la côte du golfe du Bengale pour découvrir la ville de Chidambaram et son temple de Nataraja, également dédié à Shiva. Autour du bassin sacré, certains sanctuaires datent du VIe siècle. Les gopuras, les tours, datent elles du XIIe siècle et sont ornées d'une quantité impressionnante de sculptures en pierre et en stuc. Les bas-reliefs reprennent des poses sacrées de la danse classique tamoule. Le temple est dirigé par les Dikshitars, une caste héréditaire de brahmanes comme Kanan Swami, l'actuel directeur. Chidambaram est considéré comme le temple principal pour tous les dieux, appelé Hirodaya Shtanam. Le temple est calqué sur le rythme de vie des humains. Nous avons 6 prières quotidiennes et 6 grandes fêtes annuelles, et il est dit que Shiva serait arrivé du mont Kailash pour prier ici. Toutes les activités doivent cesser à 21h30, car c'est l'heure où les dieux regagnent le temple pour dormir. À une 60aine de kilomètres plus à l'ouest, Karikal est un des 5 anciens comptoirs français en Inde, sous la gouvernance de Pondichéry. Au plus fort de sa période commerciale, les villageois cultivaient différentes espèces de riz, de l'indigo, le copra, dans une moindre mesure le tabac et la canne à sucre. Karikal était aussi un port important avec une construction navale active. Il reste assez peu de traces de cette période, juste quelques vieux bâtiments administratifs et des villas de l'époque. Cette demeure bourgeoise a été scindée en plusieurs parties, et de cette bibliothèque, il ne reste que le portail. La Maison de France, qui dépend du consulat, assure une permanence pour les quelques 300 Français encore résidant en ville. Nirmala Velou l'a fréquentée pendant toute son enfance. Mon grand-père était militaire, il a fait les guerres de Vietnam et les guerres de l'Algérie. Donc les anciens militaires se retrouvaient ici en fin de l'année. Il y avait des tombolas, des retrouvailles, ils recevaient des cadeaux et les enfants des militaires ont joué dans les cours. Et en fait, pour moi, ce lieu est rempli de beaucoup de souvenirs d'enfance et beaucoup de retrouvailles. Voilà, c'est quelque chose de très sentimental. Face au monument aux morts, l'ancienne demeure du gouverneur est aujourd'hui occupée par la municipalité. En poursuivant notre route vers l'ouest, la côte alterne entre des passages rocailleux et des plages peu accueillantes. On y découvre aussi des lieux inattendus, comme les vestiges d'une ancienne colonie danoise ici à Tranquebar. Ce fort, construit en 1620,
servait de base commerciale avant d'être vendu aux Anglais en 1845. Le village abrite encore aujourd'hui quelques bâtiments coloniaux. Il a été en partie restauré après le tsunami de 2004. À quelques kilomètres de là, le temple de Tirukadayur est assez unique en son genre. Il est entièrement consacré au remariage. Lorsque le mari arrive à 60 ans, puis à 80 ans, les couples viennent renouveler leurs vœux, en présence cette fois-ci de leurs enfants et petits-enfants qui n'étaient pas présents à la célébration d'origine. Toute la journée, c'est un défilé de saris magnifiques. Les cérémonies connaissent un tel succès qu'il faut prendre rendez-vous plusieurs semaines à l'avance. Suivant les moyens financiers des familles, des rituels plus ou moins sophistiqués accompagnent les couples dirigés par un ou plusieurs prêtres. À l'issue de la cérémonie, la famille et les amis font la queue pour recevoir la bénédiction des nouveaux remariés. Les couples les plus âgés sont particulièrement sollicités et bénissent même des étrangers à la famille. Un autre rituel consiste à verser de l'eau sacrée au-dessus des mariés. Ce sont les dernières prosternations pour les remariés Ravi et Mani, qui achèvent un marathon éprouvant. J'ai 60 ans, nous venons de fêter nos 37 ans de mariage et j'arrive de Kandipuram pour fêter ça. Devant le succès rencontré par le temple avec ce type de cérémonie, plusieurs autres temples du sud de l'Inde réfléchissent à l'idée de les imiter. Dans notre parcours, il était important de rentrer un peu dans les terres en direction du Kerala, pour aller dans le Chettinad. C'est le pays des Nattukotai Chettiar, une caste tamoule ayant fait fortune dans le domaine des affaires et de la banque. Beaucoup ont quitté l'Inde pour l'Asie du Sud-Est et notamment la Birmanie au XIXe siècle. Grâce à l'argent ramassé avec leurs activités, ils ont fait bâtir des palais de styles architecturaux divers. Mais lorsque leurs affaires ont périclité, les familles n'avaient plus les moyens de les entretenir et des dizaines d'entre eux sont tombés en ruine. En 2010, deux architectes français, Bernard Dragon et Michel Ademand, ont restauré ce palais pour en faire un hôtel. 11 mois de travaux ont été nécessaires pour redonner au lieu son faste d'antan. Cette architecture, en plus, ça nous plaît beaucoup parce que c'est une architecture qui est organisée aussi, comme je dis, mais il y a des règles très anciennes qui s'appellent le Vastu Shastra, qui organise tous les espaces. Donc tout est pensé, c'est une vraie architecture savante. On a l'impression de vivre dans une villa romaine. C'est très proche de la villa romaine avec les cours intérieures, les marbres, les colonnes. Le bâtiment date de 1905. Il appartenait à un riche marchand tamoul. On peut encore admirer l'incroyable travail effectué sur le cadre des portes. Pour décorer son palais, le propriétaire a fait venir des bois précieux et du marbre. Lieu d'apparat, la demeure pouvait accueillir de grandes réceptions comptant plusieurs centaines de personnes. Grâce à cette restauration minutieuse, le palais a échappé à la destruction. Pour essayer de sauver d'autres bâtiments, les deux architectes ont créé une ONG au début des années 2000. Ils y défendent leur ambition auprès du gouvernement du Tamil Nadu
et ont obtenu l'inscription de 12 villages dans une liste indicative de l'UNESCO. Tout autour de Karaïkoudi, le principal village, les palais se comptent par dizaines. Même les temples ont des allures princières. À Kanadukatan, avec le palais du Maharaja, on entre dans une autre dimension. Construit en 1900, propriété de Sir Annamalai Chettiar, il a fallu 10 ans de travaux pour terminer cette demeure somptueuse, que la famille n'a finalement habitée que quelques années. Le propriétaire a acquis son titre de noblesse britannique en étant le premier gouverneur de la Banque impériale d'Inde. Il devint aussi Raja de Chettinad. Toujours propriété de la famille, le palais se loue aujourd'hui pour organiser de somptueux mariages. De l'époque fastueuse de ces constructions, il ne reste que très peu d'artisans. Selvaraj et son équipe produisent des carreaux qui vont décorer les sols de ces demeures, avec une technique de fabrication en miroir assez étonnante. Une fois les couleurs et les motifs graphiques placés, les cadres sont recouverts d'un mélange de sable, de terre et de ciment. C'est un savoir-faire que je tiens de mon grand-père et que l'on s'est transmis. Il s'agit d'une technique traditionnelle qui était utilisée pour habiller tous les palais. Après avoir été démoulés, les carreaux vont sécher puis passer plusieurs jours dans l'eau. Ils seront ensuite prêts à l'usage. Sauf initiative gouvernementale ou associative, ce précieux savoir-faire risque malheureusement de disparaître. À une dizaine de kilomètres de là, nous retrouvons Divya Sriguru, une danseuse traditionnelle qui donne un cours de Bharatanatyam, un art sacré représenté dans les temples. J'effectue cette danse dans les temples. Il s'agit d'une offrande pour les dieux. Lors de grandes fêtes religieuses, nous sommes toute une troupe pour effectuer ces danses sacrées. Nous sommes aussi invités pour nous produire dans des mariages. Tous les mouvements ont une signification. Lorsque je fais ceci avec les yeux, j'exprime la colère. Pour le dieu Ganesh, on imagine le battement des oreilles de l'éléphant ainsi, et avec le bras ce sera la trompe, ou encore le pan, comme ceci. Divya n'a que 23 ans. Elle a gagné de nombreux concours qui lui ont permis d'acquérir un statut envié de performeuse et d'enseignante. Le parcours va encore être long pour ces jeunes apprentis avant de pouvoir se produire dans un temple ou sur une scène.
Mais elles ont déjà conscience qu'il s'agit d'une occasion rêvée de pouvoir exercer un métier que l'on aime tout en gagnant convenablement sa vie dans une région où de telles opportunités sont rares. À Palatour, le palais Koulatour-Patillard appartient encore aux descendants de son premier propriétaire. La famille de Meenakshi Subramanian n'y habite plus, mais fait de gros efforts pour le maintenir en état. La maison a été construite il y a 120 ans par un banquier usurier qui avait fait aussi fortune dans le commerce du thé en Birmanie, à l'époque territoire de la couronne britannique. C'est ce qu'on appelle ici le coin des affaires, où les chétiards prêtaient de l'argent. Ils avaient un rôle de banque, donc les gens qui souhaitaient avoir de l'argent venaient ici pour en avoir, et cet endroit s'appelle Mogapu. Cet endroit était fait pour servir à boire et à manger. De manière traditionnelle, on l'appelle spandikaté. C'était une sorte de salle à manger. Les gens étaient assis par terre, que ce soit pour un dîner ou une occasion spéciale. Trichy est quasiment située au centre du Tamil Nadu. C'est une ville importante, particulièrement connue pour ses temples. La ville s'est développée sur les rives du Cauvery, l'un des fleuves sacrés de l'Inde, au même titre que le Gange. Amamandapam est un lieu où l'on vient pour se purifier, effectuer les rituels de post-crémation à la suite du décès d'un parent et résoudre des questions d'ordre astrologique. Pour cela, de nombreux prêtres officient toute la journée, chacun ayant plus ou moins une spécialité. Les plus proches parents des défunts, fils, mari, frères, doivent se raser la tête avant d'allumer le bûcher de crémation. Ils suivent ainsi tout un rituel spécifique pour aider l'âme du défunt à s'en aller. Ces pratiques peuvent sembler étranges pour les non-initiés, mais elles obéissent à des règles bien précises où se mêlent astrologie, Dieu et prière. Pour quelques roupies, on peut aussi recevoir la bénédiction d'un éléphant. Certains se font asperger avec de l'eau sacrée, rituel destiné à résoudre des questions liées à l'horoscope. Comme pour le Gange, on considère que s'immerger dans le Cauvery est une forme de purification. Trichy possède plusieurs temples importants, comme le Sri Jambukeshwar dédié à Shiva et à l'eau. Nous avons rendez-vous avec Srinivasan, un prêtre qui accompagne les rituels de chant tamoul. Les sculptures qui ornent les plafonds ou les colonnes sont impressionnantes. Parmi les 5 éléments, il y a l'eau. Ce temple représente l'eau et Shiva y est apparu à travers un lingam. Un lingam constitué d'eau. Encore aujourd'hui, dans notre temple,
La déesse Parvati danse pour Shiva chaque jour à partir de 10h le matin jusqu'à 10h30 le soir devant les fidèles. À grandes enjambées, un autre prêtre traverse le temple pour entrer dans le Saint des Saints pour bénir une pâte de santal jaune qu'il va appliquer sur des points précis de la vache sacrée. Selon la mythologie, elle contient tous les dieux de l'hindouisme, chaque onction correspondant à un dieu. Les fidèles vont ensuite se précipiter pour à leur tour profiter des traces de l'onction sacrée. Le Rock Fort Temple est un autre signe distinctif de la ville de Trichy. Ce promontoire de 83 mètres regroupe à la fois un fort et plusieurs temples, dont le plus ancien date de l'époque Pallava au 7e siècle. Une coiffe d'or surmonte le Saint des Saints du temple de Tayyu Manaswamy. Dans le Tamil Nadu, on réalise chaque matin devant la porte des maisons des sortes de mandalas. Ces dessins à forme géométrique sont appelés des kolam. Ici, on vient chercher toutes les couleurs voulues pour pouvoir les réaliser. Depuis plusieurs années, les couleurs chimiques ont remplacé les teintes naturelles. Elles offrent un éventail de choix plus large, mais ne sont pas sans risque pour la santé. À l'origine, les kolam étaient réalisés avec de la poudre de riz. À Trichy, la famille Minakshi dessine quotidiennement des kolam devant leur maison. Leur tracé varie du plus simple au plus élaboré. Les créations sont répertoriées dans un cahier, car la famille participe souvent à des concours, avec d'ailleurs un certain succès. L'experte de la maison, c'est Vishnu Priya, qui s'est lancée dans un kolam de son invention. Elle a réalisé les contours de sa création à une vitesse étonnante. Il s'agit maintenant de lui donner des couleurs. C'est avant tout un plaisir de dessiner ainsi. Les couleurs ressortent bien avec la lumière du matin. C'est une manière d'honorer les dieux. Pour certains festivals, il nous arrive de les dessiner jusque tard dans la nuit, 1h voire 2h du matin. Mais c'est un plaisir de les découvrir le matin, en pleine lumière. À Trichy, le temple de Sri Ranganathaswamy est presque une ville à part entière, avec sa succession d'enceintes et de portes. Il est dédié à Vishnu et regroupe quelques 49 sanctuaires distincts. On le considère comme le plus grand temple hindou du monde encore en activité. Le temple comporte de nombreuses sculptures impressionnantes, telles ces chevaux se cabrant à la bataille et la représentation des 10 incarnations de Vishnu. Le sanctuaire du Venugopal est orné de sculptures nayak du XVIe siècle aux superbes détails, représentant des gopis, des bergères au sein généreux et des statues de Krishna. Le cœur du temple n'est accessible qu'aux hindous. Le dôme en or représente la résidence cosmique de Vishnu.
le temple regorge d'endroits étonnants et spectaculaires. Sa visite nous plonge dans une culture millénaire, imprégnée de croyances et de traditions. Par sa démesure et sa richesse, ce sanctuaire est l'un des joyaux du Tamil Nadu, l'une de ses étapes incontournables. Mais en Inde, le voyage ne s'achève jamais.